Démolition d'habitats insalubres à Matoury ce matin au quartier de Cognos-la-Mirande. Des bicoques souvent construites en tôle ondulée dans une zone inondable. La nouvelle municipalité craint des risques sanitaires. Roura baisse ses taxes foncières, une baisse de 10% validée par la Cour régionale des comptes. C'est la commune de France avec la plus forte fiscalité foncière. Nous y reviendrons dans cette tranche d'information. Enfin, la première édition des Green Days est lancée depuis ce matin dans le hall du centre commercial Family Plaza. Les acteurs de l'environnement présentent aux visiteurs des alternatives éco-citoyennes à découvrir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information locale et régionale. Pour ouvrir ce journal, cette destruction d'habitats insalubres à Cognos-la-Mirande, à côté de la crique Fouillée ce matin. Des habitations souvent construites en tôle ondulée avec des risques sanitaires importants pour les habitants. La mairie de Matoury mène en ce moment une action d'éradication de ces habitats insalubres. Reportage de Gaël Wassim. C'est à coup de marteau que les agents des services techniques ont démoli un squat à Cognos-la-Mirande. Entre risques sanitaires importants et zones inondables, aux abords de la crique Fouillée, il y a une volonté de la part de la municipalité d'éradiquer l'habitat insalubre. C'est une volonté du maire d'éradiquer les squats, notamment aux abords de la crique Fouillée. Cette crique que les personnes sont en train de remblayer pour pouvoir s'installer illicitement. Il y a un gros risque sanitaire puisque lors des fortes pluies, la crique elle déborde et évidemment ça va inonder les maisons qui s'y trouvent. Et aussi, cette crique dans laquelle sont déversées les criques, notamment de Maya et de Balata. Et vous savez, nous avons un gros problème d'inondation à cause de ce type de procédure illicite. Assisté de la police municipale, le maire nouvellement élu, Serge Smock, est venu constater l'évolution de la démolition. Je me devais d'arrêter de façon un peu, ça peut paraître brutal, mais d'arrêter ce type d'habitation sauvage qui tend donc à se généraliser sur l'ensemble du territoire. Nous avons des problématiques d'aménagement. Nous voulons maîtriser l'aménagement de notre territoire et nous ne pouvons pas tolérer qu'il y ait de l'habitat spontané comme ça sur le territoire. Il y a un risque véritablement, il y a un problème donc de sécurité d'abord pour les familles, puis un risque aussi sanitaire à l'échelon du territoire. Un système de veille a été mis en place par la nouvelle municipalité avec pour objectif de stopper les habitats insalubres dès leur apparition. Une bonne nouvelle pour les contribuables de Roura, leur taxe foncière baisse de 10% pour l'année fiscale à venir. Un bon retour des choses quand on sait que la commune de Roura pratique les taxes foncières les plus élevées de France. Une situation héritée des mauvaises gestions des municipalités dans les années 90. Les détails avec Pierre Tréfou. En 2008, la commune de Roura accuse un déficit de 9,5 millions d'euros. La Chambre régionale des comptes avait alors demandé de mettre les taux les plus hauts pour rembourser la dette. Roura avait alors le taux d'imposition en matière de taxes foncières le plus haut de France. Un ménage moyen va payer entre sa taxe foncière et taxe d'habitation, selon sa maison, en moyenne, un peu plus de 3 000 euros. C'est quand même énorme, pensez aux retraités. Maintenant, ce que va gagner celui qui devra payer ses impôts, entre la baisse qu'on avait eue et celle d'aujourd'hui, on sera à peu près à une centaine d'euros. Ce n'est pas énorme, mais c'est le travail qu'on a initié, ce travail. Et la Chambre vient de témoigner sa confiance qu'elle a en notre commune. C'est quand même la Chambre des comptes qui dit « Monsieur le maire, on accepte votre proposition de baisser les impôts ». Ça veut dire que c'est un bon point quand même, on n'a pas fini. Donc voilà, on est sur la bonne trajectoire. Un déficit qui a diminué pratiquement de 2 millions, sans aucune aide particulière de l'État, je veux dire en matière de déficit. Donc voilà, on se serre la ceinture et je crois qu'on nous, élus, on doit donner l'exemple, c'est ce que nous faisons à Roura. Pour les habitants de Roura, la situation est invivable, avec des taxes trop élevées et des promesses d'installation d'infrastructures qui ne sont pas tenues. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu la pharmacie là, qui devait se faire il y a des années, il y a eu la marina qu'on attend toujours, des emplois qui ont été promis aux jeunes d'ici et au final, il n'y a toujours rien. Et après, on attend tous le développement de notre commune, quoi, voilà. En 2014, la municipalité de Roura demande une première baisse de 10% sur les taxes. Cette année, c'est à nouveau une baisse de 10% qui sera appliquée sur la commune. Depuis que nous sommes arrivés en 2008, on voit bien que le déficit diminue année après année. À un moment donné, la Chambre, c'est la première fois qu'elle accepte de diminuer un déficit parce qu'elle a confiance maintenant. Elle a confiance en la commune de Roura, cette confiance qui était perdue avec les services de l'État, avec la Chambre régionale des comptes, elle est retrouvée.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment une première, hein. C'est jamais arrivé que la Chambre accepte ça, parce que finalement, on va perdre un peu plus de 83 000 € dans notre budget en recettes. Mais derrière, on ne fait pas la fête communale. Alors, soit je fais une fête communale qui coûte environ 100 000 €, ou soit on fait encore des efforts. Ce qu'on fait, on ne fait pas de fête, mais derrière, nos administrés peuvent gagner sur leur pouvoir d'achat. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc voilà, maintenant, c'est long, c'est une confiance, ça se retrouve après de longues années. La mairie de Roura demandait à l'État, il y a 3 ans, une subvention de 11 millions d'euros, qui avait été validée par les ministres en place à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le nouveau gouvernement, il n'en est rien. L'équipe municipale retravaille actuellement ce dossier pour rétablir le déficit de la commune. Foncier toujours avec cette large campagne de régularisation du locatif dans la commune de Cayenne. Les occupants fonciers du foncier communal sont invités à se rapprocher du service foncier de la mairie. La signature d'un bail d'occupation est obligatoire. Éric Théola, directeur du service technique de la mairie de Cayenne, était au micro de Gaël Wassim. Donc cette grande campagne vise à ce que la ville s'est dérégularisée de façon à ce qu'on puisse élaborer des baux avec nos locataires. Ce qui est important, c'est que signer un bail, cela permet de prouver la légitimité de son occupation. Cela permet également d'avoir un justificatif de domicile. Cela permet d'encadrer à l'avance les conditions de location. Et enfin, cela peut permettre d'obtenir des titres définitifs. Donc en fin de compte, c'est une régularisation administrative d'une situation qui a plusieurs niveaux. Donc ça, c'est une communication générale à l'ensemble de la population. Mais nos locataires, donc ils viennent payer. Donc quand ils viennent payer, nous on leur propose de signer le bail. Donc on a différents, ou on les appelle, puisqu'on connaît nos locataires, c'est à différentes étapes, tant sur la globalité. Donc ça c'est un communiqué globalisant pour la population et qui permettent à ceux qui ne sont pas encore venus avoir l'information pour venir au devant des services techniques de façon à ce que nous puissions élaborer ces baux avec eux. En 2014, le prix du foncier de location était à 37 centimes par mètre carré et par an. Aujourd'hui, il est à 92 centimes. Ce qui représente pour un terrain moyen de la ville de Cayenne de 400 mètres carrés, qui est à peu près la contenance moyenne de nos terrains, cela représente 370 € par an pour la location d'un foncier de 400 mètres carrés. Le congrès des élus de Guyane est prévu le 14 octobre prochain. La tenue de ce congrès est prévue dans l'accord de Guyane. Le seul point à l'ordre du jour, c'est la programmation des États généraux. L'évolution statutaire du territoire n'est pas prévue à cet ordre du jour, au grand désespoir d'une partie de la classe politique. 650 millions d'euros, c'est le montant du chantier du futur pas de tir de la nouvelle fusée Ariane 6. Le premier lancement est prévu fin 2020 pour concurrencer notamment l'américain SpaceX. Après un mois d'arrêt des travaux en avril en raison du conflit social, les lourdes opérations de terrassement sont néanmoins terminées. C'est au tour à présent du tunnel d'échappement. Reportage de Pierre Tréfou. Voici le chantier de construction du futur pas de tir d'Ariane 6. Le premier coup de pioche de ce gigantesque chantier a été donné il y a 2 ans et c'est Frédéric Munoz, responsable de la sous-direction sol au CNES, qui est en charge du chantier. Eh bien, on est en train de réaliser les infrastructures, le CNES, la direction des lanceurs, sous-direction sol et donc le mandataire principal Eiffage est en train de réaliser les bâtiments, les structures métalliques du bâtiment d'assemblage lanceur et le génie civil qui est en cours de réalisation dernière mois, donc essentiellement ce qu'on appelle les carnaux, donc qui permettent d'évacuer les gaz du lanceur. Donc on est en plein bétonnage, donc on doit faire 35 000 m3 de béton d'ici fin 2018. Ce sont 400 personnes qui travaillent sur le chantier de la prochaine fusée Ariane. Des entreprises locales ont été sollicitées, ainsi que du matériel, comme les toupies qui ont été utilisés pour le forage. Aujourd'hui, toutes les personnes en termes de main-d'œuvre qui sont disponibles sur la Guyane sont sur le chantier. Donc ça fait beaucoup d'intérim, c'est sûr. Maintenant, c'est 75% d'emplois locaux aujourd'hui sur les 400 personnes. Pour creuser ce trou de 35 000 m3, le chantier a été soumis à la réglementation classée de protection de l'environnement. On a des actions à mener pour compenser les effets de l'installation sur le milieu naturel.
Et donc on a développé une compensation foncière, c'est-à-dire que pour les 170 hectares de la zone de l'ELA4 que l'on a ici, on a rétrocédé au Conservatoire du Littoral 1300 hectares de foncier au niveau de la montagne des Pères et au niveau de Wayabo. Les travaux ont été réalisés par Eiffage et doivent être terminés fin 2018 pour que les opérateurs puissent réaliser une année de test de tous les systèmes au sol, avant le premier tir d'Ariane 6 prévu fin 2020. Le coût total du chantier réalisé par le CNES et financé par l'Agence spatiale européenne est de 650 millions d'euros. Les 166 sinistrés saint-martinois bloqués depuis 3 semaines dans un hôtel près de l'aéroport d'Orly vont être relogés dans un château à Coy-la-Forêt dans l'Oise. Ils l'ont appris lors d'une réunion avec l'association France Horizon ce vendredi matin. Les familles seront prises en charge la semaine prochaine dans ce logement provisoire pour permettre à leurs enfants d'être scolarisés. Un instant de répit en attendant de solutions plus pérennes. Reportage de Solène Boissé. Fini le bruit des avions et la vue sur Orly. Après 3 semaines de galère dans cet hôtel de l'aéroport, Sonia et la quarantaine de rescapés de Saint-Martin vont être relogés dans un château en région parisienne. Les enfants vont pouvoir retrouver le chemin de l'école. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la suite. On parle de la scolarisation des enfants. C'est ça qui est important pour nous pour l'instant parce que les enfants ils restent coincés, voilà. Donc il y a ma fille qui a 13 ans et Noémie, donc elle passe son brevet cette année, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Ils sont 80 élèves à avoir déjà manqué la moitié du premier trimestre. La solution temporaire trouvée par France Horizon, l'association d'aide aux réfugiés, ne satisfait pourtant pas tout le monde. On avait tous nos vies à Saint-Martin. Donc, on n'aimait pas être dans un château tous ensemble, qui se transforme en une espèce de dortoir pour tout le monde, et qu'on n'a pas de vie, quoi. Nous pourrons rentrer un côté et nous pas connaître côté. Mais il faut que chaque monde au côté, chaque monde voulait aller au côté. On doit, parce que nous ne pouvons pas rester même côté. Pour avoir accès à son propre logement, il faut un certificat spécial censé donner la priorité pour les logements sociaux. Mais personne, ou presque, n'a vu ce document. Ils ont dit que c'est un papier bleu. On a le droit reçu ça depuis en Guadeloupe, là. Mais nous n'avons pas reçu ça en Guadeloupe. Alors maintenant, moi, j'ai besoin de ce papier bleu-là. Alors moi, j'attends, on attend. Je ne sais pas. Pour l'heure, personne ne sait quand ni pour combien de temps ces réfugiés saint-martinois resteront dans l'Oise. Pour ces 40 familles, la galère est loin d'être terminée. Le coup d'envoi du Tour de France de l'égalité femmes-hommes est lancé. 300 ateliers dans les 18 régions de métropole et d'outre-mer sont prévus jusqu'au 8 mars, date de la journée internationale des droits des femmes. En Guyane, des rencontres sont organisées dans les écoles, notamment pour sensibiliser nos jeunes sur l'égalité hommes-femmes en famille, au travail et à l'école. Sonia Francius, directrice régionale des droits des femmes et de l'égalité, était hier au collège de la Canopée à Matoury. Elle expose le contenu de cette action au micro de Gaël Wassim. C'est hier, pour une durée de 4 mois, par le Premier ministre. Parce que le président de la République a décidé que l'égalité était donc la grande cause nationale du quinquennat. Par conséquent, de manière à orienter les grandes priorités de ce quinquennat, le président de la République souhaite avoir l'opinion, l'avis, la perception, la conception, les souhaits de toute la population de France. Aujourd'hui, dans toutes les régions de France, des jeunes, comme le feront également les aînés, parce que toute la population est concernée, mais ce sont les jeunes aujourd'hui, qui s'expriment sur la question de l'égalité. Et je peux vous dire, pour ce que nous avons déjà commencé à entendre et à voir, que la question de l'égalité est une véritable préoccupation des jeunes. On sort d'un aspect strictement superficiel pour donner son avis sur un sujet majeur qui est donc la relation des filles aux garçons. Et sur le champ scolaire, sur le champ professionnel et sur le champ familial, dans la vie privée. Et je peux vous dire que les jeunes ont beaucoup à dire à ce niveau-là. Pour l'instant, la question de l'égalité ne fait pas l'objet systématique d'études et d'analyses en milieu scolaire. Eh bien, je pense qu'il nous faut revoir notre organisation parce qu'il s'agit d'une question cruciale, fondamentale, qui intéresse
et préoccupe particulièrement les jeunes. La demi-finale du challenge de la Ligue de handball, c'était hier au centre sportif Georges Danzenac, un tournoi de pré-saison avant le championnat prévu en novembre. Hier, c'était le match des équipes filles et garçons, Ara de Macouria contre AJSE. La deuxième demi-finale est prévue ce soir. Reportage de Stéphane Govindin. Les filles de l'Ara de Macouria ont loupé le coche face à l'AJSE. Pourtant, le score à la mi-temps était de 11 buts des deux côtés, égalité parfaite. Mais les filles de Macouria vont craquer en deuxième mi-temps et se laisser distancer. Victoire de l'AJSE 25-20. On a eu 10 minutes de creux en deuxième mi-temps où on a pris quand même un 6-2. Donc c'est ce qui nous a fait défaut. Et après, pour courir derrière le score, bon voilà. Mais on va continuer à travailler. Là, le championnat commence au mois de novembre. On a déjà fait 3 matchs, donc c'est pas mal, on va poursuivre. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup de choses, surtout en défense. Mais sinon après, dans l'ensemble, le match a été convenable en fait. Chez les garçons, même affiche, même scénario jusqu'à la dernière seconde du match avec une victoire sur le fil pour Macouria, 28-27. Ce fut difficile, hein. Ouais, on s'est donné la tâche difficile. On a bien commencé, on a bien géré le début de match. Mais on sait que la GSE est une très bonne équipe, ils courent beaucoup, ils sont revenus, on a eu un temps faible. Et on va dire qu'on a su gérer le temps faible, mais comme quoi jusqu'à la dernière seconde, le match n'est pas terminé. Donc à la dernière seconde, notre arrière a mis ce but et la victoire y est. Mais ce fut un beau match avec de l'intensité. Rendez-vous est pris pour la finale du challenge de la Ligue qui aura lieu le 13 octobre au centre sportif Georges Danzenac. Cette semaine, les couleurs se suivent mais ne portent pas le même message. La première édition du Green Day a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'à demain au centre commercial Family Plaza. Cet éco-événement est destiné à sensibiliser les citoyens aux enjeux du développement durable. Les acteurs de l'environnement, des secteurs publics, associatifs et privés sont présents durant ce salon. Des alternatives éco-citoyennes sont proposées aux visiteurs. Exemple, des briques en terre au lieu de celles en ciment. Regardez plutôt ce reportage de Jonathan Lariot. En à peine quelques mouvements et grâce à cette machine, de la simple terre devient une brique prête à l'emploi. Une méthode simple mais pourtant très peu connue du public. Il aurait fallu peut-être nous faire plus de publicité autour. C'est de la terre avec très peu d'humidité et qui puisse leur monter justement des cloisons. Bon, mais disons économiquement, je pense qu'on peut se pencher par rapport à cette nouvelle forme de construction. Pour cette association, être au cœur des événements pendant les Green Days, les jours verts, est une ouverture vers la population. C'est un autre public qu'on ne reçoit jamais parce qu'on a surtout des publics qui est déjà intéressé par les matériaux locaux, par l'écologie dans l'architecture, par ce genre de sujets. Et là, on touche un public plus large. Pendant 2 jours, le hall du centre commercial Family Plaza ouvre ses portes aux alternatives éco-citoyennes. Découverte de systèmes de traitement des végétaux, des techniques de création plus écologiques. Se battre pour une meilleure planète est au centre des intérêts. Les exposants ont les solutions. Et c'est des solutions qui sont toutes simples, qui sont applicables au jour le jour pour chacun. Maintenant, c'est vrai que ce transfert de connaissances ne se fait pas toujours. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Le but, c'est un transfert de connaissances par de l'échange, mais aussi par de la pratique avec des stands pratiques. Il y a une urgence aujourd'hui au niveau planétaire. Le changement viendra de chacun. Et l'urgence, il est vraiment dans élever la conscience au niveau de l'environnement et aussi du niveau développement personnel, d'une meilleure connaissance de soi. On se connaît mieux, on prend plus soin de l'autre, on prend plus soin de l'environnement. Après le salon, place à l'action. Les Green Days se passent aussi en extérieur. Dimanche 8 octobre, plusieurs maillouris sont organisés dans plusieurs plages et points d'eau de tout le territoire. Nous voici arrivés à la fin de ces tranches d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres. Démolition d'habitats insalubres à Matoury ce matin au quartier de Cognos-la-Mirande. Des bicoques souvent construites en tôle ondulée dans une zone inondable. La nouvelle municipalité craint des risques sanitaires. Roura baisse ses taxes foncières, une baisse de 10% validée par la Cour régionale des comptes. C'est la commune de France avec la plus forte fiscalité foncière. Nous en parlions dans ces tranches d'informations. Enfin, la première édition des Green Days est lancée depuis ce matin dans le hall du centre commercial Family Plaza. Les acteurs de l'environnement présentent aux visiteurs des alternatives éco-citoyennes. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur la TV Guyane.